Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast un petit peu spécial qu'on vous propose sur la chaîne du CCS aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui un petit peu de la géopolitique du sport russe. Vous le savez de toute façon, hein, depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant, on est dans une guerre tout simplement entre la Russie et l'Ukraine, une guerre qui a pris une proportion internationale. Et pour parler de la dimension sportive aujourd'hui, j'ai le plaisir déjà d'être accompagné par plusieurs membres du CCS qui vont poser tout un tas de questions à notre invité. Je vais commencer par vous présenter vous. Ben, Phil et FD, comment allez-vous, messieurs? Très bien, en Très forme. bien. Phil, on t'entend pas? Si, c'est bon? Si. Ah, super, très bien. Salut à toutes et à tous. Bon, vous l'avez vu aujourd'hui, on est sur une table ronde, hein, on n'a jamais eu autant de personnes pour poser des questions et on va poser des questions justement à Lucas Aubin qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Lucas Aubin qui est écrivain, géopolitologue, auteur de La Sportocratura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe. Vous l'aurez compris, c'est un spécialiste de la Russie mais aussi du sport et donc il va nous éclairer aujourd'hui. Bonjour Lucas. Bonjour. Merci bien sûr d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bon, vous le savez, hein, depuis le 24 février dernier, la face du monde a changé. Ça a en tout cas pris des proportions beaucoup plus importantes. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le sport. Vous le savez, la Russie a déjà été lourdement sanctionnée économiquement et le sport n'échappe pas à la règle. Et donc aujourd'hui, on va séparer le sujet en 3 temps. On va déjà commencer par parler du sport international, comment lui s'empare de ce conflit qui a démarré donc le 24 février dernier, quelles sont les conséquences des sanctions à court, moyen et long terme pour le sport russe, et enfin, on a un petit peu discuté sur la troisième question, sur le troisième sujet, parce que c'est vrai qu'on était, moi j'étais pas certain que ça pouvait être un vrai sujet de discussion, mais au final si, c'est est-ce que le sport tout simplement peut faire infléchir la Russie? On va en parler à la fin du podcast, évidemment. Mais donc, on va commencer tout de suite par parler du sport international. Comment prend-il le conflit? Comment il s'empare du conflit? Je vais commencer tout de suite. Qu'est-ce qui veut intervenir en premier? Ben, peut-être tu as une première question à poser dans ce Oui, dans bien cette sûr. Bon, alors d'abord, je voudrais commencer par remercier Lucas pour le travail qu'il accomplit autour dans cette actualité si pesante pour Très nous. juste. Donc, oui, on a vu de plus en plus de sportifs russes réagir personnellement, on va dire, à ce qui se passe actuellement. Donc voilà, j'aimerais un petit peu savoir comment tu décryptes ça, cette réaction en opposition à la guerre et à la guerre pour le moment. À Vladimir Poutine, ce n'est pas aussi explicite, on va le dire, mais voilà, j'aimerais déjà avoir ton ressenti par rapport à ça. Mais écoutez, déjà, avant toute chose, merci pour votre invitation, évidemment. C'est super de pouvoir parler avec vous. Et merci pour tes mots, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de taf en ce moment, et j'imagine pour tout le monde, mais la guerre est assez pesante, en fait, pour les esprits. Et c'est vrai que le fait qu'on ait, je sais pas pour vous exactement dans quelle mesure vous êtes touché ou pas, mais moi, personnellement, j'ai aussi des amis en Russie et en Ukraine, et c'est vrai que c'est des collègues journalistes, etc. Donc, c'est assez lourd quand même. Donc merci pour tes mots. Alors, pour répondre à ta question, plus précisément, évidemment, déjà, c'est un phénomène assez inédit, ce qui se passe en ce moment. Le fait qu'il y ait plusieurs, finalement, dizaines de journalistes, de sportifs, pardon, qui ont pris la parole contre la guerre, donc ce qui signifie dans la Russie de Vladimir Poutine contre le président russe, en réalité, puisque c'est contre une de ses décisions. Aujourd'hui, on voit que le président russe cherche à contrôler les informations qui vont contre la guerre dans l'espace public russe. Il y a des amendes désormais qui sont prévues pour des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle décision, etc. Donc c'est pas des petites. Ça peut sembler des petites déclarations. En réalité, à l'aune du système russe, ça ne l'est pas. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces prises de parole, elles coïncident aussi avec des dizaines, vraiment des dizaines de manifestations qui ont lieu un peu partout en Russie. J'ai vu une carte hier qui recensait justement qu'il y avait eu des manifestations dans pas moins de 95 villes différentes dans le pays. Et j'ai vu aussi qu'il y avait eu, du coup, c'est plus de 6000 arrestations dans le même temps. Donc tout ça est évidemment énorme. On ne sait pas exactement combien de manifestants il y avait. Les chiffres sont très difficiles à trouver, évidemment. Vous imaginez bien que c'est contrôlé par le pouvoir en ce moment. Mais ce que ça signifie, c'est que d'une part, on a les sportifs qui
enfin se mettent à parler pour la première fois en masse, enfin en masse relative, mais en tout cas à plusieurs contre le pouvoir russe. C'est la première fois depuis depuis l'arrivée de Poutine en fait au pouvoir que ça arrive. Même à l'époque de Navalny, de l'enfermement de Navalny, c'était pas arrivé. Il y a eu très peu de personnes finalement qui avaient élevé leur voix. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Et d'autre part, on a la sensation que je sais pas lequel des deux mouvements, si c'est la société civile qui touche les sportifs, si c'est les sportifs qui touchent la société civile, c'est très difficile à dire, ou les deux en même temps. En tout cas, il y a une partie de l'opinion en Russie qui ne se reconnaît pas dans cette décision d'envahir l'Ukraine. Je crois que c'est dû au fait que le narratif russe a été très mal, disons, transmis à sa population. On a vu une évolution dans les discours dans les jours qui ont précédé la guerre qui était très rapide du jour au lendemain. On passait de on ne va pas attaquer à on reconnaît l'indépendance des deux régions indépendantistes, justement, enfin, on les reconnaît en tant qu'État, à en fait on va envahir l'Ukraine jusqu'à Kiev, bombarder Kiev pour démilitariser, dénazifier le pays et on met en action l'arme nucléaire. Quand même, enfin, je veux dire, tout ça est allé à une vitesse. Donc, je pense que la population russe, comme la population mondiale, est sous le choc de ce qui s'y passe, même si en Russie, l'espace informationnel est davantage contrôlé, évidemment, et que les Russes n'ont pas accès exactement aux mêmes informations de la même façon que nous et tout ça. Mais ça n'empêche que, voilà, on le sait bien, les liens qui existent entre l'Ukraine et la Russie sont très forts. Voilà, je veux dire, tout le monde en Ukraine connaît des Russes, tout le monde en Russie connaît des Ukrainiens. Enfin, c'est comme ça. Donc cette guerre, je pense qu'elle n'est pas légitime pour beaucoup de Russes aujourd'hui. Et finalement, les sportifs sont un peu la face visible de cet iceberg-là. En tout cas, c'est la sensation que j'ai, même si c'est difficile, encore une fois, à l'heure actuelle, de tirer des conclusions. Messieurs, FD, Phil, peut-être? Oui, moi j'avais une question, oui. C'était pour rebondir là-dessus. Est-ce que les sportifs russes, vous avez parlé de ces mobilisations populaires contre la décision d'envahir l'Ukraine, est-ce que les sportifs russes ont aussi acquis cette légitimité comme ils l'ont acquis dans les dernières années, par exemple aux États-Unis, où on leur a dit, effectivement, vous n'êtes pas seulement sportif, vous avez aussi une conscience individuelle, et est-ce que le fait qu'ils utilisent leur plateforme, c'est accepté dans une grande partie de la population en Russie? À nouveau, c'est difficile de répondre à cette question parce que ça se passe maintenant et que vu que c'est la première fois, donc ça se passe avec autant de sportifs, c'est difficile de voir les conséquences. Ce que je fais par rapport aux exemples qui ont eu lieu par le passé, c'est qu'en fait, en gros, il y avait deux camps en Russie quand un athlète prenait la parole, comme souvent malheureusement en Russie aujourd'hui. Il y avait un camp qui disait ah c'est un mauvais patriote qui est à la solde des Américains, etc. Ou alors ah enfin quelqu'un qui parle et qui dit la vérité, quoi. Moi, j'ai reçu des messages ces derniers jours de la part d'amis russes dans mes boîtes mail ou Facebook, mais de gens que j'avais pas vus depuis plusieurs années, j'avais pas discuté avec eux, etc., et qui m'ont envoyé des messages pour s'excuser et pour dire mais tu sais, tu te souviens, on en avait parlé à l'époque, ça fait des années qu'on essaie d'alerter sur le fait qu'il y a un problème, mais on creux, quoi, en fait. C'est ça, tu vois. Vous voyez, c'est ça le truc. Il y a un sentiment d'échec en Russie de dire, on savait, on avait cet homme-là au pouvoir depuis 22 ans, on savait qu'il était capable de ces choses-là. On n'a pas réussi à suffisamment bien transmettre la chose dans le monde et les sportifs, évidemment, non plus. Je suppose que les messages que vous recevez à des différents contacts et amis que vous avez en Russie correspondent potentiellement à une génération particulière, peut-être celle qui est la plus en marge et celle qui est peut-être la plus opposée au pouvoir déjà, et ce qui reste à faire est peut-être l'autre partie de la population, celle qui s'informe via les médias officiels, et c'est peut-être cette partie de la population qui pourrait créer ce soulèvement peut-être face à Poutine. Oui, bien sûr. C'est la sensation que ça donne, effectivement, que il y a vraiment une rupture générationnelle dans la façon d'aborder le président russe en Russie. En gros, si on caricature, évidemment, c'est à la louche. Mais, justement, ça fait référence un petit peu
je pense que c'est aux exemples auxquels vous pensez, c'était un petit peu la différence de génération qu'il peut y avoir entre le hockeyeur de NHL Artemi Panarin, qui s'est opposé, qui a demandé la libération d'Alexei Navalny en 2021, et par exemple à une référence du hockey russe qu'est Alexander Ovechkin, et qui a déclaré très récemment qu'il s'opposait à la guerre. Et on voit effectivement cette différence de génération entre ces deux joueurs déjà. Et alors, par exemple, quand un symbole de la réussite du sport russe comme Ovechkin prend la parole contre la guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça signifie? C'est vraiment un basculement et c'est un petit peu, ça revient à ce mouvement inédit chez les sportifs russes. Bah, c'est vrai que la prise de parole d'Ovechkin, elle est très étonnante. Pour le coup, autant que ça vienne de Panarin, etc., ça c'était logique, mais de sa part, lui, alors qu'il s'affiche régulièrement, voilà, il met des photos de lui avec Poutine, etc. Enfin, c'est un grand défenseur du président. C'est étonnant et ça corrobore ce que j'ai essayé de décrire avant. En fait, c'est qu'on a la sensation qu'il y a un mouvement de fond qui est en train d'émerger, quelque chose qui était déjà présent depuis longtemps. Et là, c'est vraiment la goutte d'eau. Enfin, c'est la goutte d'eau étant un mot très faible. C'est plutôt le raz-de-marée, quoi. En fait, mais c'est ça. Ça va trop loin, là, en fait. Ça va trop loin pour beaucoup de gens, pour les Russes. Je pense que les Russes sont dans une situation là où, évidemment, il faut d'abord penser aux Ukrainiens, bien entendu, hein, mais les Russes aussi sont dans une situation très très complexe parce que je pense qu'il doit y avoir un fort sentiment de honte aussi et de rejet de cette politique qu'ils ne reconnaissent pas. Et le fait qu'Ovechkin parle, ça montre peut-être aussi que Poutine vraiment, lors de cette dernière année et demie en fait de Covid, disons, à partir du moment où il a commencé à vivre avec le Covid et à mettre en place voilà, ces espèces de longues tables où il n'était jamais proche de ses collaborateurs, de ses ministres, etc., on a commencé à se dire, tiens, c'est marrant, mais en fait, est-ce qu'il parle vraiment à des gens de façon avec une forme de proximité, ou est-ce qu'il s'est pas complètement isolé dans sa bulle au fur et à mesure en fait, et que le Covid aurait aussi un impact sur lui en fait et sur son jugement, sa façon de prendre ses décisions. Enfin, ça pose des questions en tout cas. C'est vrai parce que tout ça, là, on a quand même l'impression que des fois, il prend les décisions seul et que même ses ministres, quand on regarde leur visage, souvent ils se décomposent. Quand il y a eu l'annonce de l'arme nucléaire, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, à un moment donné, on voit un gros plan sur lui, il est blême, en fait. Alors, voilà, est-ce que c'est moi qui surinterprète peut-être, mais en tout cas, je sais pas. Perso, j'ai eu la même interprétation. J'ai eu exactement la même interprétation et le regard ne trompe que très rarement. Donc je pense qu'on est dans le même genre. Phil, on t'a pas encore entendu sur le sujet. Moi aussi, évidemment, on a un milliard de questions. Mais... justement, ouais, je pense que c'est, enfin, je sais pas, c'est peut-être un truc, comme on disait, générationnel. Panarin, il est né sous la Fédération de Russie, sous l'appellation Fédération de Russie. Ovechkin, c'est de la fin de l'URSS. Donc, après, est-ce que il y a aussi ce côté générationnel, et pourtant, il y a quelques années d'écart entre les deux, mais être né dans un système bien en place, soviétique, ultra carré, et être né au tout début de la Fédération de Russie ou quelques années après, où c'était un petit peu la jungle, clairement c'est la loi du plus fort qui se mettait en place. Est-ce que la jeune génération, justement, elle a ce truc de se dire on est plus ouvert à l'Occident ou au reste du monde, puisque on est dans un village mondial, comme on dit souvent, et alors que peut-être l'ancienne génération, entre guillemets, est un peu plus à regarder sur son passé en disant ouais, mais à l'époque, nous, on avait tel truc, alors qu'il est de la toute fin, quoi. Je sais pas si est-ce qu'il y a un lien qu'on peut retrouver, c'est plus les jeunes post-soviétiques, quoi. Oui, c'est ça, il y a une rupture générationnelle. Il y a ceux qui ont, en gros, il y a ceux qui ont été élevés dans l'Union soviétique et ceux qui ont été élevés après. En fait, ça, c'est vraiment une grande différence. Les années 90-2000 en Russie, c'est pas du tout les mêmes que les années 70-80, forcément. Sous l'URSS, c'était, voilà, on était élevés dans l'idée de la guerre
permanente contre les USA et contre l'antagoniste américain qui représentait le capitalisme et tout ce qu'il fallait pas faire finalement. Là où d'un coup, en fait, la chute de l'URSS, c'est dire en fait, tout ça, tout ce qu'on vous avait dit pendant 70 ans, c'est fini, en fait. Ça n'a pas vraiment existé, quoi. Donc, il y a eu un peu une crise idéologique chez, disons, les plus de 40 ans aujourd'hui, qui n'ont pas trop su comment se placer. Et en fait, Poutine, quand il est arrivé, je pense qu'il a répondu, dans une certaine mesure, à ce vide qu'il y avait. Parce que lui, en fait, il a voulu renouer avec la grandeur russe, pas avec la grandeur de l'URSS, mais avec la grandeur, voilà, un peu de la Grande Russie. Il y a cette idée finalement que les Slaves seraient encore aujourd'hui une grande famille et qu'il faudrait les réunir. Et donc ça supposerait que finalement on pourrait réintégrer sans aucun problème la Russie et l'Ukraine par exemple. Donc voilà, ça parle beaucoup aux gens qui ont plus de 40 ans, je pense, et ceux d'avant par contre, enfin ceux d'après plutôt. Donc c'est un peu notre génération quelque part. Enfin voilà, c'est ceux qui ont moins de 40 ans. Et eux, je pense qu'il y en a plusieurs catégories dans la catégorie, disons. Il y a ceux qui sont allés à fond dans on va dans le capitalisme et le libéralisme et en fait on s'en fout de la politique. C'est-à-dire qu'en fait de toute façon Poutine il fait son truc et en fait on ne pourra pas le rattraper. Donc c'est comme ça. Nous, on fait nos histoires, on vit à Moscou comme des millions de personnes et on essaie de trouver du travail. Et puis finalement, il y a globalement pas trop de chômage à Moscou, donc ça va. Et puis on fait notre histoire et on parle pas de politique, ça ne nous regarde pas. Voilà, point. Et puis après, il y a une autre jeunesse qui, elle, est beaucoup plus active, qui cherche au contraire à faire bouger les lignes. Et c'est celle qu'on aperçoit souvent lors des manifestations depuis quelques années, quoi. Mais voilà, le problème, c'est qu'en fait, plus la jeunesse s'élève, plus la répression se fait forte. Et aujourd'hui, la Russie de 2022, c'est pas du tout la même que la Russie de 2010, et encore moins que 2005. Il faut bien imaginer qu'il y a eu une espèce de grand basculement en Russie, mais méthodique, quoi. Systématique c'est comme s'il cochait les cases en fait de l'État totalitaire les unes après les autres, quoi. Là où c'était pas du tout le cas en fait, vraiment en 2000 c'était pas le cas, en 2005 non plus, 2010 non plus. C'est vraiment je dirais il y a eu le discours de Munich en 2007 qui a laissé penser que devenir très offensif, c'est-à-dire que c'était un discours très fort à l'encontre des Américains et qui disait que l'OTAN c'était fini, que le monde unipolaire c'était dangereux, qu'il fallait créer un monde multipolaire, etc. Donc ça c'était les paroles, et après peu à peu il est passé aux actes en fait, sachant que évidemment l'un des actes forts c'était la guerre en Géorgie et c'était après la guerre en Ukraine en 2014 qui continue encore aujourd'hui du coup. Par rapport à si on prend le phénomène dans l'autre sens, moi j'ai quelque chose qui me marque par rapport notamment à Kiev qui est donc la mairie de pas Vladimir mais Vitali Klitschko, donc qui est ancien champion du monde de boxe. On se rend compte que la plupart des grands sportifs et notamment des grands boxeurs ukrainiens vont carrément au front. Donc on pense à Vasil Lomachenko qui est actuellement en carrière, on pense à Alexander Usyk qui est champion du monde actuellement en boxe et qui a battu Anthony Joshua il n'y a pas si longtemps que ça, et on a aussi les frères Klitschko qui sont ancrés dans la politique ukrainienne depuis maintenant des années, surtout Vitali Klitschko qui a écourté sa carrière pour s'investir à la mairie de Kiev. Est-ce que indirectement ce choix qui est opéré par les boxeurs ukrainiens ne dessert pas aussi un petit peu la Russie et les éventuels soutiens de Poutine, dans le sens où les soutiens envers la Russie, que ce soit des Ukrainiens ou des sportifs à l'international, on parle vraiment de soutiens qui sont très forts, qui sont concrets, et au final les soutiens de Poutine ou les soutiens de la Russie, si on peut dire, se font quand même très rares. Et en ça, le sport, je trouve, a une vraie légitimité dans ce conflit-là. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Bien sûr, moi j'ai l'impression qu'enfin le mouvement sportif, disons, sort de son apolitisme de façade qui n'avait évidemment aucun sens à un certain moment. Là, les masques sont tombés, du côté de Poutine évidemment, et il était déjà très mal mis le masque, mais les masques sont tombés du côté du CIO, de la FIFA, de l'UEFA, etc. En fait, et ça y est, en fait, ça y est, le monde du sport a pris ses responsabilités, les sportifs commencent à prendre aussi leurs responsabilités, et d'ailleurs, moi je le vois d'un point de vue personnel, le nombre de journalistes qui m'ont demandé des interviews ces derniers jours,
Enfin, c'est comme si, je vous jure, hein, c'est comme si tout le monde avait découvert que le sport était politique. Enfin, c'est genre, ouais, bah, merci quoi. Mais c'est pas, ça va. Moi, j'étais là, mais j'ai écrit un bouquin là-dessus. Ça fait 6 ans que je bosse là-dessus, donc franchement, il était temps quoi. Donc ouais, c'est évidemment très fort et ça contribue à isoler la Russie. Après, le problème étant que pour le moment, Vladimir Poutine ne semble pas reculer face aux sanctions. On a l'impression que ça le conforte encore plus dans sa démarche destructrice, qui est destructrice pour les Ukrainiens, qui est destructrice aussi pour les Russes, et qui est destructrice, à mon avis, pour lui-même aussi, et pour son entourage, son pouvoir, je pense. Mais ça, c'est si on regarde le verre à moitié plein, et c'est vraiment difficile en ce moment quand même. Ouais, vas-y. Oui, juste pour faire écho à un petit peu justement le système de Sporto-Kratura que tu avais développé dans ta thèse, qui a fait l'objet d'un livre évidemment après. Mais il faut aussi mettre en lien le sportif du monde et le monde économique, puisque les sanctions économiques qui accompagnent sont évidemment énormes et du coup on voit ici le lien fondamental entre l'économie et le sportif, dans le sens où la plupart aussi des sponsors qui sont russes, je pense voilà Gazprom etc. et choses comme ça, qui sont aussi mis en marge par, tu l'as dit, les grandes instances du sport international. Et donc, est-ce que justement la combinaison des sanctions économiques plus des sanctions sportives peuvent faire vraiment émerger une contestation, pas seulement au sein de la population, mais surtout dans ce cercle d'oligarques autour de Vladimir Poutine? Bah, ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est celle à laquelle on cherche une réponse en ce moment même, et c'est difficile de le savoir avec précision. Simplement, tous ces oligarques ont été mobilisés par Poutine dans les années 2000 pour construire le sport russe et le déployer à l'étranger. Ça a fonctionné globalement, hein, sinon on n'aurait pas Gazprom en sponsor principal de la Ligue des Champions, sinon on n'aurait pas de Manchester United et à nouveau Gazprom sponsor de Schalke 04 par exemple. Donc, et puis sans parler de ces oligarques qui sont à la tête des clubs, etc. Les oligarques russes. Donc ça a fonctionné. Je pense que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les autorités, les instances internationales du sport ont eu des difficultés à sanctionner la Russie jusqu'à présent dans l'affaire de dopage, parce que la Russie était vraiment une nation puissante du sport, en fait, qui finançait beaucoup des événements sportifs. Alors, il y avait évidemment les événements qu'on connaît bien, les JO et le mondial, mais il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu plein de petites compétitions que la Russie a accueillies, où il y a eu énormément de financement, etc., etc. Et Clément, tu m'entends pas? Non, si, c'est juste, je voulais juste savoir qui est-ce qui prenait la suite. C'est mes petits gestes, j'ai prévenu à l'avance. Mais... Non, il n'y a absolument aucun souci. C'est vrai qu'il y avait un truc. Non, mais je continue rapidement. C'est vrai que tous ces oligarques ont vraiment investi le sport mondial de façon importante. Et du coup, les fédérations internationales derrière ont eu des difficultés à les exclure, en fait. Je pense que ça explique en partie pourquoi la Russie n'a pas été exclue purement et simplement pendant 2 ans des grandes compétitions internationales. C'est que c'était compliqué. Moi, je me suis même demandé à un moment donné s'il n'y avait pas certaines personnalités qui avaient des casseroles dont Poutine était au courant, en fait, et qu'il fallait peut-être pas aller trop loin de peur que... Mais bon, ça, j'en sais rien, mais c'est des idées comme ça. Ça, on sait jamais trop, quoi. Et finalement, toutes les sanctions qui tombent contre les oligarques, notamment les oligarques qui investissent dans le sport, vont, à mon avis, les faire réfléchir à 2 fois pour la suite de leur carrière. Parce que là, Poutine est quand même très isolé. Le soutenir en ce moment, c'est, à mon avis, c'est se lancer dans une croisade qui va durer très très longtemps. Et on voit, il y en a un en ce moment qui Bernie Ecclestone. A fait un peu son faute. Comment? C'est Bernie Ecclestone qui aujourd'hui a déclaré, je sais pas si tu as vu, mais c'est tout récent, qui a dit donc c'est une personne très discrète et un homme honorable. Il fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire sans aucune discussion. Comment peut-on juger de ce qui se passe aujourd'hui? Je suppose que c'est aux personnes impliquées dans l'événement de décider. Peut-être y a-t-il des gens qui pensent que la Russie a fait ce qu'il fallait. Point de suspension, fin de citation. Voilà. Donc l'ancien patron de la Formule 1, en l'occurrence, qui a déclaré ça tout à l'heure. Et on est le 1er mars quand on tourne ce podcast. Ouais. Moi, je pensais surtout à Roman Abramovich. Oui, bien sûr, soutien historique. Semble
semble changer un peu son fusil d'épaule en ce moment, puisqu'il participe intensivement aux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, du côté de la frontière biélorusse et ukrainienne. Et je suis très curieux de savoir ce qu'il dit, parce que en fait, là, on voit qu'il se désolidarise par les actes. En fait, il est présent à ce pourparler, il plaide pour la paix, donc c'est-à-dire qu'il plaide contre la nouvelle de Poutine, il plaide, il a été appelé par le président ukrainien, donc il a accepté cet appel. Et puis surtout, il est d'ascendance ukrainienne par sa mère, donc il a vraiment, là, pardonnez-moi l'expression, mais il a vraiment le cul entre des chaises. Et je pense que les discussions à la maison, ça ne doit pas être simple, à mon avis. D'autant plus que sa fille a récemment publié sur les réseaux sociaux un message contre la guerre et contre la politique de Poutine. Donc, voilà. Disons, en fait, quand je disais l'expression les masques tombent tout à l'heure, en fait, ça s'applique à pas mal de domaines en même temps. D'un coup, cette stratégie du jusqu'au boutisme, elle va aussi peut-être fracturer en fait ce système qui semblait très puissant jusqu'à présent. Vas-y Phil. Justement, là, par rapport au sport international, les sanctions pleuvent dans tous les sens. Par contre, au niveau local, donc la KHL continue, la ligue de hockey continentale russe, quoi, principalement. Le championnat de football russe continue. On a l'impression que, comment dire, vous inquiétez pas, on arrange nos petites affaires en Ukraine, mais c'est un peu le pareil des jeux, quoi. On est un petit peu dans cette mouvance. Comment ça peut être perçu à plus ou moins il y a le sport à l'intérieur et vraiment le sport à l'extérieur, et on a l'impression que c'est clairement deux mondes différents. Hein. Ouais. Donc, comment ça peut être perçu par la population russe? Parce que eux, ils vont souffrir directement des sanctions économiques, et pourtant, ça continue comme si de rien n'était. C'est toujours pareil, c'est compliqué. Dans l'histoire, les pays sanctionnés ont souvent vu les populations concernées s'unir au président ou les autorités locales, quoi. Ça, c'est un phénomène assez régulier, quoi. Quand le pays est isolé, quand le pays se retrouve en porte-à-faux, du coup, on fait front, quoi. Mais là, la situation est tellement inédite et on a tellement la sensation que la guerre n'est pas soutenue, même par les militaires, des fois sur place. Il y a des séquences assez hallucinantes entre la rencontre de militaires et de la population civile ukrainienne. Enfin, c'est tellement inédit que c'est difficile de tirer des conclusions, je trouve, mais j'ai pas l'impression que la population russe réagit comme d'habitude, en fait. D'habitude, effectivement, on a plutôt l'impression que il y a une majorité des Russes qui se rangent derrière Poutine. On va dire ça comme ça, hein, pour caricaturer. Là, c'est comme si vraiment il était allé trop loin, quoi. En fait, il y a vraiment cette sensation-là, et que on peut plus le suivre, quoi. Il est parti trop loin, en fait. Mais bon, voilà, ça c'est quand on voit le verre à moitié plein. Et la situation va tellement vite. Ça va dépendre des prochaines semaines, des prochains mois, si la guerre dure ou pas. Enfin, on va y avoir une bataille de l'image qui va commencer bientôt, parce que pour le moment, les images sont globalement favorables aux Ukrainiens. Mais peut-être que si la guerre dure, peut-être que ça va changer à un moment donné aussi. C'est pas impossible. La machine médiatique russe va peut-être se remettre en place aussi à un moment donné et reprendre du terrain. Moi, j'attends le moment où on va avoir les premières personnes en France dans le débat politique qui vont arriver en disant oui, enfin, on a peut-être fait un peu trop dans les sanctions, non? Ça va pas tarder, ça. Ça fait que 6 jours, effectivement. Là, les discours peuvent se délier assez rapidement, c'est sûr. FD, est-ce que tu as une question? Oui. Quand on parlait justement de l'importance de l'oligarchie et de l'investissement des oligarques russes dans le sport, moi, il y a un cas qui me vient tout de suite en tête, c'est le cas du père et du fils Mazepin. Donc le Formule 1, Mazepin, Formule 1, dont le père est Dimitri Mazepin, actionnaire majoritaire d'Uralchem, très proche du pouvoir.
On parle en ce moment de voir Nikita Mazepin perdre son baquet chez Haas. Alors on sait bien que la Formule 1 c'est un sport où aussi l'apport budgétaire est important. Donc là on comprend que l'intersection entre sport et oligarchie est importante, mais c'était une question un petit peu plus générale. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de sanctionner l'État russe et de sanctionner les fédérations sportives russes sans pour autant sanctionner les sportifs russes? Je pense que là, dans l'instant dans lequel on vit, nécessite des décisions très importantes, très symboliques, et qu'importe finalement les dégâts collatéraux, entre guillemets, hein. C'est ce qui se passe maintenant. Il faut que ça fasse du poids dans la balance des sanctions, quoi. Donc on y va, on rajoute encore et encore et encore, quitte à risquer du coup d'ailleurs même le conflit ouvert avec la Russie. En fait, c'est ça aussi, là, on n'est pas loin quand même. Je sais plus qui en France a déclaré qu'on allait mener, que la France allait mener une guerre économique. Bruno Le Maire, c'était Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, ouais, ce matin. Ça fait rappeler à l'ordre. Ouais, mais Medvedev a répondu en français sur son compte Twitter en disant mais attention, vous savez que dans l'histoire, les guerres économiques se sont souvent transformées en guerre tout court, donc faites attention à vos mots. En gros, c'était ça. Donc bon, c'est quand même tout ça est très tendu. Mais du coup, j'ai envie de dire maintenant, je pense que ceux qui sanctionnent ne font pas trop attention aux dommages collatéraux, parce que il faudrait peut-être prendre un peu plus soin de la population russe, entre guillemets, pour éviter qu'elle ne se mette derrière son président à l'heure où on a l'impression qu'elle ne l'est pas, en fait. Voilà. Donc ouais, c'est ça qu'on peut dire. Après. Voilà, est-ce que la FIFA, elle a tenté un compromis. Elle a dit, on va les faire jouer sous neutre pour les matchs de bas. Le taux, ils se sont pris dans la foulée. Je veux dire, ça c'est déjà vu. Ils ont fait ça au JO. Effectivement, les athlètes étaient moins sanctionnés, mais la Russie était quand même présente et le pouvoir russe utilisait quand même l'événement comme un instrument de pouvoir. On l'a vu évidemment avec, je sais pas, il y a plein d'exemples, mais l'hymne russe a été remplacé par exemple par Tchaïkovski. Comme me l'ont dit beaucoup de journalistes, c'était presque mieux en fait, d'un point de vue du soft power. En fait, c'est avec Tchaïkovski, c'est en ce moment peut-être que c'est de façon plus positive que l'hymne russe, quoi. Donc voilà, je pense qu'ils étaient dans une position un peu intenable et qu'ils Ben, est-ce que tu as une dernière question? Parce qu'après, c'est vrai que le temps passe vite et on est déjà du coup, c'est vrai que je pense que Lucas on parle un petit peu en fil rouge. On se projette sur les sanctions économiques et les sanctions sportives auront probablement des effets sur un moyen terme, qui toucheront évidemment la population russe, même si on a effectivement l'impression qu'elle n'est pas particulièrement derrière son président sur ce coup-là. Et il faut pas oublier que sur le terrain, les choses avancent beaucoup plus vite et que voilà, ça va être compliqué d'essayer de mettre sur le même pied ces deux contextes et ces deux temps différents. La question que je voudrais poser, je pense que voilà, on s'est fait la même réflexion ensemble, c'était du coup sur la portée symbolique qui peut aller au-delà en fait. Je voudrais dire par rapport au discours de Vladimir Poutine, comment on peut légitimer, on va dire, des sanctions aussi concrètes et réelles que des suspensions sportives. Voilà, exemple typique, voilà comment autant les sanctions économiques, on peut mettre ça sous le discours classique anti-occidentaux, autant les sanctions sportives, ça va être difficile de rattacher ça, peut-être, les gens qui sont pas experts en diplomatie dans la population russe vont voir des choses concrètes, des sanctions concrètes arriver vis-à-vis du sport, et ça va être peut-être un peu plus difficile à légitimer pour le discours officiel, non? Alors le discours officiel, tu veux dire le discours de Poutine ou le discours des Oui, c'est ça. Alors le discours officiel de Vladimir Poutine, comment il va réussir à légitimer en fait des sanctions aussi concrètes que des sanctions sportives? Oui, c'est ça c'est le sport a ça de puissant que quand il touche un athlète russe ou un athlète n'importe lequel, on le sait tout de suite et ça fait beaucoup de bruit en fait. Là pour le coup, c'est impossible de le cacher, de le transformer. Enfin, la bulle informationnelle russe a beau être opaque,
ça peut pas cacher le fait que l'équipe nationale russe participera pas au mondial de football 2022. En fait, donc c'est vrai que on revient à la même question en fait qu'on a depuis tout à l'heure. On est bloqué parce qu'on ne sait pas dans quelle direction la population russe va aller. C'est d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, ça semble quelque chose est en train de se passer du côté de l'opposition. Mais est-ce que c'est pas juste en surface? C'est difficile à dire. Et moi, en tant que chercheur, je m'exprime pas trop sur ces questions d'habitude, mais c'est vrai que j'espère mais je prends quand même beaucoup de précautions parce que le passé en Russie a montré que c'était pas si simple que ça en fait. Donc voilà, à voir. Et à mon avis, on devra faire une émission très bientôt. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ouais. Bon, on sait que tu as un programme énorme et que évidemment les interviews et les moments d'échange sont une chose, mais le travail en est une autre et prend évidemment beaucoup plus de place. Donc on va bien sûr te remercier infiniment, Lucas Aubin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, un écrivain, géopolitologue, auteur de La Sportokratura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe. J'ai cru comprendre même que tu étais sur un nouvel ouvrage, c'est ça, sur la géopolitique du sport russe? Non, sur la géopolitique de la Russie, tout court. Ah, tout simplement, d'accord. Tout simplement, mais en fait, l'ouvrage est écrit. Mais bon, peut-être il y a quelques pages. Il y a peut-être une V2 qui va arriver, ouais. Voilà. Non, mais oui, en fait, il devait sortir fin août. Là, je vais avoir beaucoup de travail et là, en fait, avec mon éditrice, on a dit que on mettait sur pause tout et qu'on attendait de voir où ça allait aller parce que là, on va vraiment devoir tout réécrire, en fait. Je pense. Ouais, donc ça sortira peut-être plus tard. La que découverte. C'est probablement. Mais en ça. tout cas, voilà, l'occasion est de te remercier une nouvelle fois de t'être rendu disponible pour nous. Merci aussi pour ces échanges, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on échange indirectement, qu'on partage un contenu qu'on juge d'énorme qualité. C'est l'occasion de le redire aussi. Je remercie aussi bien sûr Ben, Phil et FD qui m'ont accompagné et qui sont aussi des fins connaisseurs du sport, y compris du sport russe, et donc voilà, qui sont très intéressés à ces sujets. Oui, FD, je fais peut-être exception du côté russe, mais du sport tout de même, et de la géopolitique. Voilà, mais c'est lié quand même. Et donc voilà, on a fait l'émission qu'on voulait. Donc voilà, merci encore Lucas, et puis à bientôt, et surtout bon courage, puisque voilà, si tu es amené à aller plus proche du terrain, voilà, c'est toujours dans un contexte très particulier. Donc merci pour nous aussi d'être sur le relais là. Merci au formidable travail accompli Merci. par les journalistes français. Ouais, je suis d'accord. Moi, un petit message rapide. Enfin, je sais pas si ça sera écouté par des gens, mais en tout cas, moi, je tenais à dire qu'on a quand même de la chance d'avoir autant de chercheurs et de journalistes compétents en France. Là, on les voit en ce moment. En fait, on les voit et on leur a beaucoup tapé dessus ces dernières années, mais franchement, ils font le taf. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, merci pour cette belle émission en tout cas, et puis à très bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.